Bonjour à tous. Alors, parmi toutes les lunettes qu'on pourrait avoir à notre disposition, tous les modèles qu'on pouvait avoir à notre disposition pour analyser la dynamique d'un groupe, effectivement, vous avez ce qu'on appelle les modèles génétiques. Alors, pourquoi on les appelle des modèles génétiques? Puisque il y a effectivement cette vision biologique, cette vision génétique qui consiste à dire, ben oui, il y a une naissance, une apogée et une fin, une mort, effectivement, à toute chose qui existe dans la nature, effectivement, et entre autres ici, dans le cadre des groupes, effectivement, il y a aussi un début, et avec quelques moments de crise, n'est-ce pas, et une période de croissance, une période de stabilité, une apogée, et finalement une maladie ou le vieillissement, effectivement, et après la fin, la mort. D'accord? Donc c'est vraiment une perspective bien spécifique qui nous permet d'analyser la dynamique d'un groupe. Alors, quelques remarques à ce propos. Bon, premièrement, là-dessus, il y a plusieurs modèles, n'est-ce pas? À chaque fois dans la littérature, vous avez les modèles qui proposent une telle, disons, perspective d'analyse, proposent en même temps, disons, des interventions pour le leader, pour le manager, pour le travailleur social, pour les intervenants, n'est-ce pas, qui interviennent pendant ces différentes phases de la vie du groupe, d'accord? Puisque effectivement, on réfléchit en termes de phases, on réfléchit en termes d'étapes, n'est-ce pas? Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Et donc, c'est ainsi qu'effectivement, pour chaque phase de la vie du groupe, d'accord, dans son développement, il existe un type d'intervention plus ou moins adapté, d'accord? Alors, je vais vous présenter effectivement deux de ces, disons, modèles génétiques. Mais avant toute chose, c'est que peu importe, disons, le modèle que vous mobilisez dans le cadre de votre analyse, il faut savoir que premièrement, il n'y a pas de modèle, même si ces modèles, on les présente de façon linéaire, votre exploitation de ces modèles doit se réaliser dans un esprit circulaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'effectivement, on doit s'attendre à ce que, effectivement, dans le processus du développement d'un groupe, il y a des moments de retour, n'est-ce pas? Il y a des moments où on revient en arrière et les choses ne sont pas, si vous voulez, comme on le présente dans un tableau cartésien, si linéaire que ça. Donc ça me paraît évident, effectivement, comme remarque. Donc voilà. Et que tous les groupes, bien évidemment, en fonction de leur spécificité, en fonction des capacités des membres, en fonction du capital culturel des membres, en fonction euh, des différentes ressources des membres de groupe, des finalités, des objectifs, n'évoluent pas de la même manière, n'est-ce pas? Une organisation de travail, un groupe de travail, disons, constitué des travailleurs autonomes, bien diplômés, n'évolue pas de la même manière qu'un groupe d'usagers ayant des capacités intellectuelles affaiblies. Donc ça me paraît évident, effectivement, tous les groupes n'évoluent pas de la même manière. Alors, pour commencer avec le modèle de Paré, effectivement, vous avez 5 phases, d'accord? Vous avez 5 étapes dans l'évolution du groupe. Alors, on va effectivement commencer avec la première phase qui est la phase de pré-affiliation. La phase de pré-affiliation, c'est une phase qui est, si vous voulez, c'est le début du groupe en fait. Donc, et si vous voulez, au commencement de chaque naissance, il y a des angoisses, il y a des moments d'insécurité, il y a des doutes, il y a des choses qu'on se pose puisque bah, à la suite d'une naissance, on entre dans un environnement, dans un nouvel environnement certainement, et qu'on doit tester un certain nombre de choses, des normes, de valeurs, de, de ce qui est faisable, qui sont les alliés, qui ne sont pas les alliés. En tout cas, il y a toute une série de questionnements, effectivement, qui s'opposent et qui créent, on va dire,
un sentiment d'insécurité et peut-être de l'anxiété auprès des participants, puisque ben oui, on ne sait pas à qui on a affaire, effectivement. Alors, je parle dans le cadre du groupe, mais on pourrait envisager cela aussi dans le cadre tout simplement de la naissance d'un être humain, et ceci est parfaitement intelligible dans les deux cas de figure. D'accord? Alors, l'intervenant, n'est-ce pas, celui qui intervient dans le réel, celui qui a une démarche prescriptive, celui qui veut effectivement changer les choses, puisque c'est soit un manager, soit un travailleur social, soit un GRH, peu importe. En tout cas, cet intervenant, eh ben oui, dans cette première phase, il se pose des questions, notamment comment se présenter face au groupe, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il doit réagir face au sentiment d'insécurité des membres du groupe, comment est-ce que qui sont les personnes qui peuvent être potentiellement ses alliés, qui sont effectivement les autres intervenants, les autres leaders, les autres concurrents, les autres collaborateurs. En tout cas, ben oui, ce sont des règles, disons, les questions de base, quelles sont les règles du jeu, n'est-ce pas? Quels sont les objectifs? Donc, c'est vraiment les questions de base que l'intervenant se pose. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape de pouvoir et contrôle, en ce sens que les rapports de force se forment, se définissent. Les groupes, les sous-groupes au sein du groupe se forment. Les personnes, un certain nombre de personnes, de membres, vont être marginalisées, rejetées par le groupe, ou bien même valorisées effectivement en fonction de leurs compétences. En tout cas, c'est une étape assez importante. Et entre autres, effectivement, c'est aussi l'étape où on va tester, on va dire, l'intervenant. On va tester ses capacités, on va tester, disons, ses compétences en tant que manager, en tant que travailleur social. En tout cas, c'est une étape où, comment dire, j'ai envie de dire que ça correspond effectivement à l'étape de la croissance, n'est-ce pas, de l'adolescent. D'accord? C'est ça. Alors, c'est bien évidemment, c'est imagé, n'est-ce pas? C'est vraiment une métaphore. Mais bon, on est effectivement dans le cas d'un modèle génétique qui se veut effectivement inspiré disons, de l'évolution biologique de l'être humain. Bref, alors quelles sont les questions que effectivement l'intervenant se pose? Comment faire pour exercer un contrôle sur ce qui va se passer dans le groupe? Bien évidemment, c'est un moment où l'intervenant doit particulièrement, disons, fixer ses positions, n'est-ce pas? Se définir correctement, bien que dans la première phase, ben, il s'est posé la question comment est-ce que je vais me définir, comment est-ce que je vais réagir. Mais bon, c'est une, disons, première étape, c'est une phase préliminaire, la première phase, et par conséquent, il est en train de tester le groupe lui-même, il veut connaître, disons, ses alliés, et ici, dans la deuxième phase, disons, l'intervenant va choisir, on va dire, ses sous-groupes d'appartenance, par exemple, va effectivement voir quelles sont les personnes qui vont lui, disons, accorder leur confiance. En tout cas, c'est l'étape où l'intervenant favorise certaines personnes au détriment d'autres personnes. Et voilà. Alors, quel est le pouvoir de l'intervenant dans le groupe? Effectivement, c'est une question qui dépendra de la capacité de l'intervenant à pouvoir faire partie dans des sous-groupes différents, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'office dans un groupe, il y a des sous-groupes, n'est-ce pas? L'intervenant le plus puissant, l'intervenant le plus, disons, euh, l'intervenant qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui est capable effectivement à construire des alliances avec les sous-groupes différents. Alors de différentes manières, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est une étape qu'on qualifie d'étape de pouvoir et de contrôle, puisque on s'intéresse particulièrement à ces rapports de force, à l'exercice d'un pouvoir sur les individus, effectivement, qui se définit au sein de cette étape.
Alors, la troisième phase, intitulée la phase de l'intimité, ou la phase, si vous voulez, l'apogée de groupe, c'est la phase la plus efficace dans la vie d'un groupe. Un groupe qui s'est en réalité transformé en équipe. Pourquoi? Parce que c'est la période où le groupe s'est transformé en une véritable équipe, avec une véritable cohésion d'équipe, avec un sentiment d'appartenance. Et c'est aussi la période où, effectivement, la marginalisation des individualités est plus facile. C'est la période où l'intervenant pourrait effectivement, par exemple, placer ses projets les plus ambitieux puisqu'il a la plus grande probabilité de se faire accompagner par les membres de son équipe. Et en tout cas, tout l'enjeu de l'intervention, ça consiste à se poser la question comment faire perdurer, on va dire, cette période aussi longtemps que possible. D'accord? Et quelle est la limite, on va dire, pour ne pas tirer les bouchons trop loin, quelles sont les limites à ne pas dépasser, puisque effectivement cette cohésion d'équipe, elle est derrière l'intervenant, maintenant, elle est derrière le leadership du groupe, mais jusqu'où? N'est-ce pas? Jusqu'où, effectivement, on va accompagner, on va soutenir le leader, le manager, le travailleur social, l'intervenant, effectivement, au sein d'un groupe, n'est-ce pas? Et en tout cas, c'est la phase la plus efficace. Et c'est ici que, effectivement, l'engagement des membres du groupe est le plus fort. Alors, cette quatrième phase, intitulée la différenciation, doit être appréhendée dans un esprit constructif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une différenciation néfaste, destructive de groupe, mais une différenciation constructive en ce sens que les individualités sont respectées et sont exprimées dans un cadre respectueux, en cohérence, en concordance avec les objectifs du groupe qui peuvent être redéfinis, n'est-ce pas, puisque le groupe, disons, trouve une nouvelle autonomie, disons, sort un peu de la tutelle de son leader, de l'intervenant. En tout cas, le groupe devient un peu plus autonome. Et donc, ici, si vous voulez, il faut appréhender cette phase potentiellement de manière positive. Alors, cela dépend bien évidemment de l'objectif de l'intervenant, n'est-ce pas? Mais potentiellement, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une différenciation destructive, mais bien au contraire, considérée comme constructive. Et ici, en l'occurrence, ben oui, le leader se pose aussi les questions qui consistent à dire comment faire, disons, faire en sorte que ces individualités puissent s'exprimer toujours dans un cadre respectueux, comment faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et comment maintenir ce climat, tout simplement. Alors, la dernière étape, la dernière phase, c'est la mort. C'est la fin du groupe. C'est la séparation. C'est là où, effectivement, les individualités s'expriment de manière égoïste, en décalage avec les objectifs du groupe. C'est là où, effectivement, on fait le bilan, disons, de ce qu'on a construit en tant qu'intervenant, puisqu'il va falloir tirer des leçons. C'est là où un certain nombre de comportements agressifs, disons, un certain nombre de comportements qui perturbent et remettent en cause de plus en plus la cohésion d'équipe apparaissent. C'est là où, effectivement, alors, cette phase peut durer, n'est-ce pas? Peut durer effectivement un certain temps, mais en tout cas, c'est une phase que dans une perspective génétique, selon un modèle génétique, on considère comme inévitable. Alors, c'est là où aussi on considère que l'intervenant doit savoir repérer cette phase et poser des interventions appropriées, à savoir faire les bilans individuels, définir, disons, les modalités de rencontre à la fin de la vie du groupe, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit se rencontrer? Est-ce que peut-on se rencontrer encore? Est-ce qu'on peut effectivement toujours rester en contact? Est-ce que dans quelle mesure on pourrait effectivement tirer des conclusions positives de cette expérience de groupe? Alors, cet autre modèle d'analyse à caractère génétique
est très semblable à celui qu'on vient de présenter. Ben, il y a quelques petites différences, notamment le fait que ben, la phase numéro 4 et numéro 5 sont regroupées au sein de la phase numéro 4 dans ce modèle, ou bien encore la phase effectivement de l'intimité est représentée avec, disons, plus d'ouverture et représentée avec plus d'autonomie dans la phase numéro 3 intitulée Travail et ouverture. Mais grosso modo, vous avez plus ou moins ces différentes étapes dans l'évolution, dans le processus de la vie d'un groupe. D'accord? Et effectivement, vous avez à chaque fois les actions de l'intervenant les plus appropriées ou les plus probables, j'ai envie de dire, qui sont aussi présentées.